quel est l'intérêt du test d'Imipro dans les pathologies auto-immunes? Je dirais qu'aujourd'hui, on sait que c'est probablement la première indication pour un test d'Imipro. Donc, vite la définition. Donc, on parle de maladie auto-immune lorsque le système immunitaire se dirige contre ses propres cellules. Et donc, on pense que ces anticorps attaquent nos tissus. Environ 80 maladies différentes sont aujourd'hui considérées comme maladies auto-immunes. Et il y a vraiment une prédominance chez les femmes. Donc 85% des sujets, des femmes, des sujets qui souffrent de maladies auto-immunes sont des femmes. Aussi, on voit qu'il y a une tendance à courir dans les familles. Donc probablement, il y a une prédisposition génétique qui est présente. Si vous regardez sur Internet ou dans toutes les revues, ils vont vous dire que la cause n'est pas connue, généralement inconnue. Mais on dit qu'il y a des facteurs qui contribuent au développement de ces maladies auto-immunes, dont des facteurs environnementaux, des infections, hyperperméabilité intestinale. Ça peut être causé par des médicaments, le stress et des réactions alimentaires. Donc c'est un peu de tout. Effectivement, donc, la génétique joue un rôle et il y a quand même certaines maladies auto-immunes où il y a un lien très serré avec des mutations sur le HLA. Entre autres, la maladie cœliaque. Et là, effectivement, donc, si vous avez une maladie cœliaque, vous avez à 99% une mutation sur les gènes DQ2 ou DQ8. Pour les autres, ce n'est pas si dominant. Dans la polyarthrite rhumatoïde, on a 34% de mutation HLA-DR4. Le diabète type 1, c'est le DR3. Lupus, on est aussi 40 à 60% de polymorphisme sur les HLA. Sjögren aussi, DR3. Et vous voyez, il y a souvent les mêmes mutations qui sont présentes dans différentes maladies. Et la spondyloarthrite ankylosante, là, c'est l'HLA-B27. Mais ces mutations ne sont que des prédispositions. Donc, vous pouvez avoir la prédisposition, mais pas nécessairement attraper la maladie. Comme la maladie cœliaque, vous pouvez être DQ2, DQ8 positif. Si vous ne consommez pas de gluten, vous n'allez pas développer de la maladie cœliaque. Donc, il y a des cofacteurs nécessaires pour déclencher la maladie. Donc, il y a plus que seulement les gènes. En plus, on dit que donc, dans la maladie auto-immune, elles surviennent quand le tissu est attaqué par des anticorps du système immunitaire. Mais je me demande, est-ce que c'est vraiment le cas? Et là, maintenant, ça devient un peu plus difficile. Pourquoi? Si vous regardez la Hashimoto, par exemple, la cible des anticorps, c'est la TPO. Non. Si vous regardez lupus, c'est la DNA, les histones, les ribosomes. Dans le Sjögren, c'est les anticorps antinucléaires. Dans la granulomatose de Wegener, c'est les C en K, dans la vasculite, c'est les P en K. Donc tout ça est bien documenté. Mais est-ce que c'est vraiment les anticorps qui provoquent la maladie? Parce que, pourquoi je demande ça? Où sont localisées ces cibles? Ils sont tous intracellulaires. Mais un anticorps ne peut pas franchir la barrière cellulaire. Donc un anticorps réagit sur les surfaces, jamais dans l'intérieur d'une cellule. Donc c'est impossible qu'un anti-TPO puisse passer la barrière cellulaire de la cellule thyroïdienne. Donc là, je me demande vraiment, est-ce que c'est vraiment ce anticorps-là qui fait qu'on a une maladie auto-immune, ou est-ce que ce n'est qu'un signe d'une maladie auto-immune? Je pense que c'est un signe de la maladie auto-immune et ce n'est pas la cause. Voilà, ça c'est les questions que je vais juste poser. Donc, il faut donc se poser la question, c'est quoi qui fait que la structure cellulaire soit détruite? Donc, à mon avis, il faut qu'il y ait une destruction active de l'intégrité de la cellule avant que le système immunitaire puisse réagir contre, ou puisse faire des anticorps contre ces organelles. Donc, la question est quelles sont les causes de ces perturbations cellulaires?
Bien sûr, dans la littérature, vous trouvez pas mal d'antigènes, surtout infectieux, comme le mycoplasme, comme des entéroxines du staphylocoque, du streptocoque pyogène, les Yersinia, le cytomégalovirus, les rétrovirus. Tous ceux, effectivement, peuvent induire, bien sûr, surtout les virus, peuvent détruire l'intégrité de la cellule et donc libérer ces antigènes. Parce qu'une cellule qui meurt, elle va en apoptose. Et l'apoptose ne crée pas une réaction immunitaire. Donc ça, c'est un processus bien régulé, sinon on ne saurait pas survivre. Mais bien sûr, avec des virus, ce n'est plus la même chose. Donc vous avez la destruction cellulaire et la libération de ces organelles. Et dans la littérature, vous trouvez pas mal de publications mettre en évidence certaines infections avec certaines maladies auto-immunes. Et l'autre cause, c'est l'hyperperméabilité intestinale. Et est-ce que c'est vraiment un prérequis pour les maladies auto-immunes? Oui, apparemment, il y a beaucoup de signes qui indiquent que l'hyperintestinal est un prérequis pour les maladies auto-immunes. Encore une fois, quelle est la cause des hyperperméabilités intestinales? Des infections, des dysbioses, des candidoses, l'utilisation excessive d'antibiotiques, des drogues ou des médicaments, le stress, mais aussi un exercice excessif. Donc, parce que là, si vous faites un exercice excessif, votre intestin va être en hypoxie. Donc, parce que le sang, l'oxygène va être utilisé dans les muscles et pas dans l'intestin. Vous avez une hypoxie partielle qui aussi peut donc contribuer à la mort de certaines cellules et à une augmentation de la perméabilité intestinale. Si vous regardez par exemple les chiffres d'IgG d'un sportif et vous le comparez à la population normale, en général, ils ont jusqu'au double, en moyenne, jusqu'au double d'aliments non compatibles par rapport à la moyenne. Les métaux lourds et bien sûr aussi la nutrition inappropriée contribuent à une hyperperméabilité intestinale. Là, j'ai eu ces images-là il y a quelques jours et en fait, c'est phénoménal. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait une endomicroscopie confocale et en fait, ils ont mis donc en endoscopie une caméra et ils ont injecté des aliments. Et c'était dans ce cas-là, c'était du blé, levure, soja et du laitage. Et en même temps, ils ont administré comment ça s'appelle déjà une substance de contraste, hein, donc produit de contraste, qui donc voyageait dans le sang. Et donc, ils ont vu que en fait, c'est des parties blanches que vous voyez là. Et ce que vous voyez, en fait, c'est la paroi intestinale, là où c'est les cellules des entérocytes avec les jonctions serrées. Et là, la première image, c'est après 5 minutes d'administration donc via le tube hein, de lait par exemple ou de gluten ou de levure, et il y a une ouverture de ces jonctions ferrées et un leakage, donc comment on dit, un passage donc du sang dans le lumen intestinal. Et après 10 minutes, ça encore c'est intensifié. Donc ça veut dire que les aliments donc peuvent induire donc augmenter la perméabilité intestinale. Maintenant, la question, est-ce que c'est quelque chose de physiologique ou est-ce que c'est pathologique? Intéressant, c'était que, en fait, c'était des patients qui souffraient d'un côlon irritable et dans la publication, ils disent que ce n'était que pour les gens qui avaient effectivement un problème avec certains aliments. Donc ça ne passait pas avec... Il y avait... si je me rappelle bien, 34 sujets, et dans 22 sujets, ils ont vu ceci. Et dans les contrôles, il n'y avait aucun qui avait ce problème. Donc, on voit donc très bien qu'effectivement, les aliments contribuent activement à l'ouverture des jonctions fermées et peuvent donc, surtout si on a des anticorps, si on a une réaction inflammatoire, contribuer à une hyperperméabilité intestinale. Il y a deux théories.
Une, c'est ce qu'on appelle antigen mimicry, ça veut dire que la séquence peptidique des aliments, tels que par exemple le lait ou blé, sont similaires avec celles des cellules humaines. Donc par exemple la glycoprotéine de la myéline, les oligodendrocytes, les cellules îlots du pancréas et l'aquaporine 4 humaine, donc qui est dans les yeux. Et dans ce cas-là, on peut avoir donc un anticorps contre un aliment qui va reconnaître un tissu. Et surtout si le tissu, si l'antigène est sur la surface de la cellule tucilaire, ça peut donc créer une réaction auto-immune et une destruction de la cellule par l'extérieur. D'un autre côté, on a la destruction active de l'intégré cellulaire par des complexes humains qui se fixent sur les tissus. Donc, encore une fois, dépendamment de votre génétique ou des traumatismes antérieurs, les complexes humains qui en général sont détruits en circulation peuvent se fixer sur une cellule ou un organe, un tissu, et vont être détruits localement. Et donc cette destruction locale, comme je l'avais déjà montré tout au début, va contribuer à une destruction de la cellule humaine. Et donc, elle va libérer les organelles intracellulaires, et dans ce cas-là, encore une fois, le système immunitaire va les reconnaître et produire des anticorps. Et que ça se passe vraiment, par exemple, dans cette publication en 2002, on a démontré que les patients atteints d'une ataxie au gluten, on a démontré qu'il y avait des anticorps anti-gluten qui ont franchi la barrière cérébrale et donc qui se sont mis sur les cellules de Purkinje. Et c'était des personnes qui avaient été atteintes de la maladie cœliaque. Et seulement ceux qui avaient une barrière cérébrale perturbée montraient cette ataxie et avaient aussi donc des anticorps anti-gluten qui se posaient sur ces cellules-là. Autre publication intéressante, c'est une uvite auto-immune où on a vu qu'il y a des peptides du rotavirus et de la caséine qui ont de même structure et peuvent donc contribuer à cette maladie. Bon, la maladie cœliaque, le gluten, bien sûr, elle est bien connue, mais ce n'est pas que la maladie cœliaque. Donc, la maladie cœliaque, heureusement, il n'y a que 2% de la population qui en ont, mais il y a 50% des gens qui ont une maladie, une sensibilité au gluten non cœliaque. Et Roger va vous montrer des statistiques hyper intéressantes qu'il a fait, et il retrouve les mêmes taux qu'on a trouvé auparavant, et c'est très très stable. Donc on a beaucoup de gens qui souffrent d'une sensibilité au gluten non cœliaque qui ont développé ou elle est impliquée dans les maladies auto-immunes. Et pourquoi je m'acharne sur le gluten? Parce que le gluten, il a beaucoup de réactions croisées, c'est-à-dire il reconnaît d'autres aliments, mais il reconnaît aussi beaucoup de tissus. Donc, il y avait ici une étude qui a été faite justement pour démontrer ces réactions croisées. Et l'observation était qu'un gros groupe de patients atteints de la maladie cœliaque continuaient à avoir des symptômes tout en éliminant le gluten ou respectant un régime sans gluten. Donc la question, est-ce que c'était une non-conformité, est-ce que c'était une contamination croisée ou une réactivité croisée? Donc ce qu'ils ont fait, donc ils ont testé donc, des anticorps spécifiques anti-gluten et ils ont mis en contact avec d'autres aliments et avec des tissus. Et donc on a vu qu'il y a une réactivité contre le lait de vache, contre le chocolat au lait, bon, en fait toutes les fractions du lait, inclus le lactosérum, les levures, l'avoine, le blé, le millet, le café instantané et le riz, et toute une batterie de tissus, donc, dont, entre autres cette 21 hydroxylase dont je parlais tantôt, la protéine basique de la myéline, donc importante dans la sclérose en plaques, les ostéocytes pour l'ostéoporose, la synapsine, donc tout ce qui est comportement, des peptides myocardiques, ovariens et thyroïdiens, bien sûr. Donc,
quelqu'un qui a un problème avec le gluten, il a toujours un problème, il risque de développer un problème anti-inflammatoire, auto-immune. Donc c'est un sous-groupe de patients qui suivent un régime sans gluten, ne montrent pas d'amélioration, ni dans leur taux d'anticorps, ni dans leurs symptômes. Il faut effectivement donc se pencher sur d'autres aliments, probablement qui ont une réaction croisée avec le gluten, dont donc les laitiers, le riz, le millet, l'avoine et la levure. Et si après adhésion à ces aliments-là, il n'y a toujours pas d'amélioration, ben, dans ce cas-là, il faut vraiment aller plus loin et chercher d'autres réactions. Et donc ça, c'est l'intérêt d'Imipro, parce que ce n'est pas que le gluten. Le gluten est important, et tout le monde s'acharne sur le gluten. Dans beaucoup de cas, on a une bonne amélioration, mais il y a des cas où il n'y a pas d'amélioration, et là, il faut aller chercher plus loin. Bon, ça, c'est les graphiques de cette étude. Et vous voyez, par exemple, donc ça, c'est la réaction du gluten. Et là, vous voyez la réaction à la caséine, à la casomorphine. Ça, c'est de l'avoine, les levures, le maïs. Donc, effectivement, il y a des réactions importantes. Là, c'est les réactions contre des tissus. Et là, par exemple, la myline basic protein, donc en fait, c'est donc la protéine importante dans la sclérose en plaques, c'est pratiquement la plus importante. Mais quand même, si on regarde l'intensité, elle reste quand même plus que la moitié de la réaction du gluten lui-même. Donc ça dépend un peu de l'épitope qui a été destiné du gluten qui était responsable pour l'anticorps. Parce que pas tous les anticorps reconnaissent les mêmes tissus. Donc, compte tenu donc, de la réactivité faible ou modérée de l'antigliadine à certains antigènes tissulaires, pour moi, il reste discutable si seulement ces réactions croisées pourraient être responsables de toutes ces maladies auto-immunes, ou sinon la fixation, comme je l'avais dit, des complexes humains alimentaires sur ces tissus contribue à la destruction active de l'intégrité tissulaire conduisant à ces maladies auto-immunes. Donc, je crois que les deux processus sont présents en même temps. Il ne faut pas, encore une fois, dire non, c'est que de la mimicrie ou c'est que de la destruction active. Probablement, on est en phase des deux. Autre aliment important, c'est l'ASCA, donc Saccharomyces cerevisiae, qui n'est rien d'autre que la levure de bière. Et donc, elle a été longuement reconnue comme indicateur de la maladie de Crohn, bien que si vous avez des bouquins de recettes pour la maladie de Crohn, parfois, ils vous recommandent de mettre de la levure pour augmenter le goût. Donc, ce n'est pas très logique, à mon avis. Mais on a trouvé aussi donc, la levure dans d'autres systèmes, tels que la polyarthrite rhumatoïde, le syndrome de Sjögren, le diabète, le lupus, et ainsi de suite. Parce que aussi là, il y a une homologie d'un antigène de la levure de bière avec des séquences humaines. Donc, dans le passé, on croyait qu'on avait la théorie des TH1, TH2. Donc, si vous étiez plutôt TH2, vous étiez allergique. Quand vous étiez TH1, vous étiez plutôt destiné à avoir une maladie auto-immune. Ce paradigme, il a changé parce que maintenant, on a trouvé donc une autre souche de lymphocytes, T, des TH17, qui eux donc contribuent en association avec les TH1 pour les maladies auto-immunes. Et les TH2, en fait, la réaction TH2, c'est une réaction anti-inflammatoire. Donc, parce que si vous vous rappelez le diapo de ce matin, les réactions TH2, ils vont faire des IgG4, donc des IgG anti-inflammatoires. Tandis que les TH17, eux, ils vont faire produire des IgG pro-inflammatoires. Et c'est là où c'est l'intérêt dans notre cas. Il y a de plus en plus de publications qui montrent que les TH17 sont impliqués dans l'asthme, dans la polyarthrite rhumatoïde, Hashimoto, psoriasis, maladie de Crohn, sclérose en plaques, lupus, et j'en passe. Donc il y en a plein.
Les propriétés des TH17, en fait, c'est des cellules T naïfs qui ne se différencient qu'après contact avec l'antigène. Et leur principale cytokine, c'est la IL-17. Et dépendamment où il se trouve, donc dans l'intestin, dans la périphérie, c'est des sous-fractions qui sont sécrétées. Et son action est chimiotactique, c'est-à-dire il attire des granulocytes, des monocytes, mais pas des éosinophiles. Et on conserve avec d'autres cytokines de la TH1, donc interleukine 1 et TNF-alpha, ils induisent une réaction inflammatoire et stimulent les lymphocytes B à produire des anticorps IgG pro-inflammatoires. Donc, une hypothèse là que je mets dans la salle. Vous avez un leaky gut, donc une hyperperméabilité intestinale avec formation d'anticorps IgG anti-alimentaires. Vous avez des complexes humains qui circulent. Ils se fixent sur des tissus et commencent à détruire l'intégrité tissulaire. Vous avez une activation du TH1 et TH17 en périphérie, primairement destinée à la réparation du tissu, mais malheureusement, vu leur effet d'attirer des granulocytes, ils vont donc en plus amplifier cette réaction-ci. Et donc, en fin de compte, on a une sorte de cercle vicieux qui s'installe et qui va développer une maladie auto-immune. Et donc, il est important de couper cette fraction-ci. Donc, c'est-à-dire d'éviter d'avoir des complexes humains qui peuvent se fixer dans le tissu et qui continuent à faire roter ce cycle. Bon, une autre image pour vous le dire. Donc, vous avez la lésion tissulaire qui peut être soit causée par une infection, du traumatisme, prédisposition génétique HLA, qui a une activation du TH1, TH17, tout en avoir une diminution des Treg, donc des lymphocytes régulateurs, qui suppriment en fait les réactions inflammatoires. Vous avez la formation d'anticorps spécifiques des organes. D'un autre côté, vous avez un leaky gut qui aussi, donc, en association avec un Treg abaissé, contribue à la formation d'IgG alimentaire. Ces complexes humains, ils circulent, ils se fixent au tissu. Et donc, vous avez une double action, en fait. Une fois, vous avez des anticorps qui sont dirigés contre les auto-antigènes et les anticorps dirigés contre l'aliment. Et si vous avez la malchance d'avoir des réactions croisées entre les deux, ça va encore amplifier la chose. Donc, mais important, c'est que vous avez une dysrégulation des Treg par rapport au TH17. Et vous avez cette dysrégulation des Treg en périphérie et au niveau intestinal. Bon. Treg, TH3, veut dire autotolérance et aussi tolérance orale. Donc vous avez donc la production d'IL-10 et TGF-bêta qui tous les deux sont importants pour l'autotolérance et la tolérance alimentaire. Maintenant, je vais vous présenter quelques études qu'on a fait avec EMIPRO. Et là, c'est une étude qu'on a fait à CTL en Allemagne avec l'asthme. Donc on avait 6 patients, donc c'est une petite étude, mais quand même intéressante. Toutes les patientes avaient été atteintes de l'asthme pendant plusieurs années. Donc là, vous voyez, pendant 20 à 30 ans et plus. Donc il y avait encore des autres pathologies associées, comme l'hypertension artérielle, polyneuropathie. Ici, vous avez une hypothyroïdie. Là, c'était une femme enceinte. Là, il y avait de la rhumatisme, et ainsi de suite. Donc, et c'est quelque chose qu'on observe souvent, surtout dans les problèmes alimentaires, qu'il n'y a pas qu'un seul problème. En général, vous avez plusieurs problèmes en même temps. Donc, et dans cette étude, donc, on a fait un test d'EMIPRO. On les a mis sur un régime d'éviction pendant 3 semaines, sans modification d'aliments. On avait donné un questionnaire en demandant donc, des symptômes subjectifs. Et donc, tous les patients affirmaient qu'il y avait amélioration des symptômes. Il n'y avait aucun patient qui a eu des effets secondaires négatifs. Le patient 1 et 6 ne se réveillaient plus
dans la nuit, donc ceci après une semaine, et la numération de leucocytaires moyenne a diminué de 10%, donc qui est un marqueur aussi, un marqueur inflammatoire. Au niveau subjectif, donc utilisation du sabbat, donc médication d'urgence. Après 2 semaines, aucun des sujets, donc on a eu besoin d'en prendre. L'amélioration a été aussi impressionnante. Donc pratiquement toutes les personnes ont dit qu'il y avait une forte amélioration de leur état général. Respiration sifflante, récurrente. Après 2 semaines, il y avait une personne qui est restée. Après 3 semaines, personne n'avait ce problème-là. Problème récurrent à respirer, donc surtout quand il faisait des efforts, il y avait juste une personne qui avait encore des petits problèmes. Pour tous les autres, ça disparaissait. Et puis on a fait donc aussi des mesures donc respiratoires, donc comme marqueur objectif. Et là, vous voyez donc les volumes moyens avant. Donc c'était avant de faire le régime, il avait en moyenne un volume de 1,7 litres. Après le régime, au début, 2 litres 15. Après application d'un bronchodilateur, il avait au début 1 litre 98. Et après 3 semaines de régime, 2 litres 6. Donc c'est quand même une grande différence. Et donc ce qui montre que primo, l'effectivité du médicament est amplifiée, donc, et le volume pulmonal donc, a augmenté. Si vous regardez la différence en absolue, donc c'était 0,45 litres avant, et après bronchodilateur, ça veut dire qu'une augmentation pratiquement de 100% après bronchodilateur. Et là, vous voyez les graphiques individuels. Donc, c'est toujours le point de départ, avant et après bronchodilateur. Et vous voyez quand même qu'il y a des améliorations significatives sur tous les paramètres. En conclusion, on peut dire que les symptômes se sont améliorés chez tous les patients après les changements nutritionnels, que le VMS initial a été amélioré de 20% en 3 semaines, et le VMS après donc application de bronchodilateur a augmenté de 100% après 3 semaines. Donc Imipro améliore la capacité pulmonale, elle améliore l'effet du médicament, et donc elle améliore aussi les symptômes de l'obstruction pulmonaire. On a fait une deuxième étude de maladie de Crohn. Donc, celle-ci a été faite en Allemagne. Et là, on a vu que c'était une étude croisée en double aveugle. Et là, on a vraiment vu qu'il y a d'abord il y a une association du nombre d'anticorps circulant avec une maladie de Crohn par rapport à un contrôle. C'est ce que Eric a montré. Donc, quelqu'un qui a une maladie de Crohn, en général, a plus du double de réactions alimentaires par rapport à la population générale. Et en évitant donc les aliments IG positifs, il y a une nette amélioration sur tous les paramètres. Une autre étude qu'on a réalisée en Turquie, c'était l'inverse. Donc là, la gastro, elle a choisi 8 patients qui étaient atteints de la maladie de Crohn, mais qui étaient en rémission pendant 1 an. Et on a essayé de faire donc une provocation. Donc ce qu'on a fait, on a fait un test d'Imipro, on a choisi 3 aliments IgG positifs, et on a fait une provocation pendant 3 jours et 6 jours. Et là, vous voyez, par exemple, les valeurs de la calprotectine fécale, qui est le meilleur marqueur d'inflammation intestinale. Et les colonnes bleues, c'était avant la provocation, et les colonnes rouges, c'était 3 jours après la provocation. Et vous voyez que jusqu'à 300% d'augmentation de ce marqueur inflammatoire au niveau intestinal s'est installé qu'après 3 jours de provocation. C'est-à-dire, effectivement, ces aliments IgG positifs ont induit donc une réaction inflammatoire chez ces sujets-là. Le Best Crohn's Disease Activity Index, donc c'est un indice subjectif,
d'activité de la maladie de Crohn. Et là aussi, on voit une nette augmentation donc, dans tous les sujets. Si on regarde d'autres problèmes comme des nausées, des problèmes abdominaux ou fatigue ou faiblesse, il y avait un patient qui se plaignait un petit peu de crampes, mais tous les autres, il n'y avait aucun symptôme présent. Et après 3 ou 6 jours de provocation, ils étaient pratiquement tous atteints d'un ou deux symptômes. Et un autre cas, le dernier là, c'est un cas d'Éric Kinner qui malheureusement aujourd'hui ne peut pas être là. Donc, il sera là à midi. Ok. Bon, mais quand même, pour voir, donc le psoriasis, aussi une maladie plus ou moins reconnue comme non traitable ou non curable. Donc là, il y a un cas qui a un psoriasis depuis plus de 15 ans. Donc parfois, toute la région du corps a été affectée. Pas mal d'interventions, donc les traitements, je vous laisse lire, donc il y avait de tout, mais ce n'était pas soutenable. Et donc, à la limite, le spécialiste avait donc recommandé un traitement chimique. Donc, heureusement, donc, il a eu donc, contact avec Éric Kinner, qui, lui, n'a pas fait un traitement chimique, mais un traitement Immupro. Donc, il y avait encore des congestions nasales, irritations de la gorge, des maladies infantiles ORL qui étaient présentes. Il y avait des digestions, des problèmes digestifs, surtout quand il consommait des laits ou du gluten. Donc, il savait déjà qu'il y avait un petit problème de ce côté-là. Il y avait des frissons, des problèmes de concentration, et ainsi de suite. Le test Immupro, il a montré 82 réactions, donc sur 270, ce qui est quand même considérable. Mais il a fait ce qu'il fallait faire, donc il a éliminé les aliments. Les premières améliorations se montraient après 3 à 4 semaines, avec une adhésion stricte au régime. Il y avait quasiment une guérison complète après 6 semaines et plus de traitement supplémentaire. Et donc, Éric nous a montré ce cas l'année dernière, et donc depuis 2 ans, il n'y a pas eu de rechute. Donc c'est quand même spectaculaire. Donc, mes expériences personnelles au labo, c'était que tous les patients qui avaient un lupus, il y avait une amélioration significative et une diminution des anticorps antinucléaires en 6 mois. Hashimoto, Roger va encore en parler, amélioration significative. Donc, je me souviens de longtemps, il y avait 3 femmes qui m'appelaient dans la même semaine, me demandant si ce serait normal de devenir si nerveuse. Moi, je me suis calmé après un régime comme ça. Et en fin de compte, c'était tous des femmes qui prenaient des suppléments thyroïdiens et étaient tout simplement surdosées. Parce que la thyroïde s'est rattrapée et donc elle était surdosée de médicaments. Des colites ulcéreuses, maladie de Crohn, donc amélioration rapide et durable, remise complète d'asthme et aussi donc des psoriasis et des urticaires, des eczémas, des rémissions complètes. Donc en résumé, dans les maladies auto-immunes, il y a probablement une prédisposition génétique qu'on peut mettre en évidence avec des typages HLA. Il y a peut-être des infections ou des infections froides qu'il faudra effectivement tester, donc la maladie de Lyme, le CMV, l'EBV, le rotavirus, les chlamydia, les mycoplasmes. Il y a peut-être une fuite intestinale, une hyperperméabilité intestinale ou dysbiose, donc un assainissement des intestins est intéressant. Il faut voir les déséquilibres TH17-Treg. Et s'il y en a, déjà réduisez le sel. Parce que le sel, effectivement, il contribue à une augmentation de TH17 et une diminution de Treg. Donc le sel, en fait, si vous voulez, il a une action pro-inflammatoire. Vous pouvez faire de la microimmunothérapie pour remettre en équilibrage. Les hypersensibles alimentaires, donc Immupro. Et les auto-anticorps, il faut les utiliser comme marqueurs. Mais ce n'est, à mon avis, pas les anticorps qui contribuent à la maladie. Voilà, merci.